Justement, c'est ce qui nous met en retard. Malheureusement, notre modèle d'école n'est pas bien. On a pris pour les autres, adapté, et finalement, on forme quoi? Ok, on forme beaucoup d'économistes dans ce concept. Est-ce que ça marche? Nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et même ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça, c'est pas de la bonne collaboration. Nous, si on avait privilégié la voie du dialogue, on espérait aussi qu'ils libèrent nos civils innocents et qu'ils viennent. Mais un est mort dans leur prison qui n'est même pas une prison conventionnelle. Donc, écoutez, chacun assume ses actes. Et nous, on n'a pas l'art de mentir. Ce qui est réel, on le dit. Si on ne peut pas gouverner, qu'est-ce que vous voulez? On nous cherche. Ça a été le même cas que la CEDEAO. On nous pose un rapport, ben on va partir. Attention, cette vidéo va vraiment vous choquer. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Si vous ne voulez rien rater des prochaines révélations explosives sur l'Afrique noire, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et lâchez un gros like. On va secouer l'Afrique ensemble. Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que vous vous attaquez à l'économie de marché qui est enseignée aujourd'hui en sciences économiques et avec lequel les systèmes, les jeunes économistes grandissent? Parce qu'aujourd'hui, l'État vend du yaourt à travers Faso Kosam. Vous avez annoncé les Fasoyards. On se demande quand vous allez ouvrir les premières boutiques. Tout ça, vous prenez progressivement la place du privé. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'abord, j'ai dit au ministre de l'enseignement supérieur de me changer. D'abord, la carte universitaire a changé, mais le curricula de changer tout. Pourquoi on doit forcément apprendre leur manière de faire l'économie? On n'est pas en mesure de créer. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu, encore, comme j'aime le dire, créer, asseoir des gens, créer l'école? Ce sont des gens qui ont inventé, qui ont créé des concepts et qui ont créé l'école. Ce sont des êtres humains qui ont créé l'école. Donc, qui ont mis des programmes ainsi de suite. Le programme aux États-Unis est différent du programme en France, différent du programme en Angleterre, ainsi de suite. Chacun a sa manière d'enseigner sa population pour atteindre les niveaux qu'on souhaite. Donc nous aussi, on va créer notre modèle. Justement, c'est ce qui nous met en retard. Malheureusement, notre modèle d'école n'est pas bien. On a pris pour les autres, adapté, et finalement, on forme quoi? Ok, on forme beaucoup d'économistes dans ce concept. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ok, nous, on est en train de changer de système. Est-ce qu'on fait des progrès ou pas? C'est là la question. C'est toute la question comme ça. Il a parlé de l'ONBA, de trucs. Il y a des barrages qui étaient endommagés depuis des décennies, ensablés ou quoi. Cette saison, l'eau est dedans. C'est par notre système qu'on est arrivé à remettre en œuvre ces barrages-là. Les populations vont produire, pendant la saison pluvieuse, vont produire toute l'année et ils sont bien contents. Et ils ont de l'eau potable aussi à travers l'ONEA par ces barrages-là pour boire. Et on va continuer comme ça. Est-ce qu'on fait ça ou bien on s'assoit, on dit non, tout doit être pour le privé? Et d'abord, cette question du privé, il y a des gens qui avaient une mentalité rétrograde, encore politicienne. Et nous avons dit aux gens de changer. Vous avez bien suivi les sorties de certains ministres. Ok, on vous donne un chantier, vous prenez l'avance de démarrage et tout, et vous faites ce que vous voulez. On vous donne un chantier de bas-fond. Dans le contrat, vous devez finir en mai pour que les paysans puissent accéder au bas-fond et puis cultiver. Vous prenez votre avance et vous vous baladez, vous faites ce que vous voulez. En avril, on passe, on regarde, vous n'avez rien fait. Vous dites non, 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 vous partez à votre rythme, c'est comme ça. On vous contraint, vous finissez le bas-fond. Il y en a qui ont travaillé, il y en a même qui travaillent de nuit jusqu'à aujourd'hui pour atteindre les objectifs. Pas qu'ils ne peuvent pas, mais c'est une mentalité. Et tant que le privé aura cette mentalité, ça ne va pas marcher. Moi, je vous ai dit qu'on a près de 1000 ans de retard même. Il faut rattraper. On est dans les années 1000, à la rigueur 1800. Il faut rattraper le retard, mais on ne peut pas continuer avec cette mentalité. Donc, on invite les gens à changer et à s'adapter. Vous parlez des yaourts, par exemple. Est-ce que le marché est saturé? Non. On importe. J'aimerais voir les privés rentrer dans le yaourt. Pourquoi on n'importe plus? Nous avons pris des textes pour dire que lorsque quelque chose se produit au Burkina Faso,
Pour pouvoir importer, il vous faut une autorisation spéciale d'importer, ce qui stipule que vous devez payer ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il y a le manque maintenant, on vous autorise à importer. Voilà pourquoi les gens sont en train, vous voyez que beaucoup de privés sont en train d'ouvrir des usines et tout ça. Et si on ne passait pas par cette méthode, comment on va faire? Il y a le grand moulin du Faso qui est là. Bon, il faudra qu'on est en train de restructurer tout ça. Mais parallèlement à ça, on a obligé les grands importateurs à ouvrir des moulins. Moi-même, j'ai été inauguré la dernière fois de l'autre côté. C'est l'un des plus grands importateurs. Quand on a dit on va suspendre l'importation, mais il n'était pas content, il a tout ici. On a dit c'est ce qu'on va faire. Soit vous adaptez, ou bien l'État va prendre en compte. Mais ils le font. Mais est-ce qu'on arrive à satisfaire? Il y a la place. On a de la population, on a un grand marché, un marché immense, au Burkina et en Afrique. Mais les gens n'ont qu'à s'adapter, produire. Donc il y aura toujours de la place. Ne pensez pas que forcément on a pris la place du privé, non. Il y a la place. Vous allez ouvrir les façonnières. Si c'est nécessaire pour réguler, parce qu'il y a cette mentalité de toujours entraîner la spéculation de certaines personnes. Non, c'est dangereux. Dernièrement, vous avez suivi le cas des motos. Malheureusement, c'est quand il y a eu la situation, on s'est rendu compte que ce n'était même pas un marché régulé. Donc rapidement, on a dû voir comment on peut réguler ce marché pour que l'importation soit suivie. Comment quelqu'un part importer des motos et il vous dit qu'il n'a pas de facture d'achat? Puisque le ministère a besoin de la facture d'achat pour voir tout ce que vous avez payé comme douane et quoi, et vous fixez une marge à ne pas dépasser. Mais il dit qu'ils n'ont pas de facture. Donc il part payer, il vient, il fixe le prix qu'il veut et il revend aux populations. Donc lui, il s'enrichit. Et les autres s'appauvrissent. Et généralement, quand les gens s'enrichissent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils buvaient la braquina ici, ils ne boivent plus la braquina, c'est le champagne qu'ils cherchent. C'est l'argent qui sort. S'ils roulaient sur peut-être, je dirais, une petite cylindrée, ils cherchent maintenant une V8. Le carburant qui est subventionné par l'État, c'est ça, c'est l'argent qui sort. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas laisser sortir des devises. Vous dites que vous voulez la monnaie et vous voulez continuer pour qu'on se comporte comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi l'État est en train de reprendre le contrôle. Si demain, les gens s'entendent, on nous a fait des chantages. Hein. Quand on a essayé de régler un peu à la douane, il y en a qui nous ont dit que si on fait comme ça, il y aura pénurie de riz. J'ai dit, ok, faites la pénurie de riz, vous verrez ce que nous on va faire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites pour donner davantage d'opportunités de gagner des revenus aux femmes du Burkina qui alimentent la petite économie dans les quartiers, dans les villages? Oui. Très bien. Et ça, c'est l'un des points les plus importants. Et j'ai dit même au ministère de l'Action humanitaire qui s'occupe des questions des femmes, de recentrer l'action, au lieu qu'on soit dans l'assistanat, de recentrer l'action sur la création d'emplois et des petites entreprises. Les femmes ont des qualités. Regardez la transformation à petite échelle de nos produits de consommation. Les femmes peuvent le faire très bien. Elles sont beaucoup plus patientes que les hommes. Hein, et elles savent bien faire certaines choses que les hommes. Il faut encourager à ce qu'elles le fassent. Moi, je suis passé à Tenkodogo le 8 mars. J'ai vu les femmes qui ont fait du couscous préfet, qui est bien pour les forces, le savon liquide qu'elles font et tout ça. J'ai donné des instructions pour qu'on paye le savon liquide de toutes ces femmes qui ont été formées et qui se débrouillent pour faire le savon liquide dans nos administrations. Parce que tout ce qui est là, c'est importé, même chez vous, dans vos bureaux. Tous les savons liquides importés, n'est-ce pas? C'est pas normal. Pendant que nos mamans fabriquent ça. Et quand j'ai dit de le faire en temps, on m'a revenu que non, elles n'ont pas de structure formalisée. J'ai dit, je ne veux rien comprendre. Trouvez la formule, c'est leur savon, vous payez. Et vous amenez. Que question d'emballage ou quoi. Même si moi, vous m'amenez dans mon bureau avec les bidons recyclés des eaux de boisson, là, je vais utiliser. Ce n'est pas grave. En attendant qu'on ait ce qu'on... Pourquoi on veut le luxe? Acceptons nos réalités, transformons ce dont on a besoin et consommons ça. Et on va évoluer au fur et à mesure. Une dame qui peut se transformer le savon à petite échelle, si on l'accompagne en lui donnant des marchés, demain, elle peut avoir une grande entreprise qui produit et qui exporte. Voilà la mentalité qu'il faut qu'on développe. Et donc, j'ai dit au ministère là, de ne plus être là dans, vous voyez, l'action humanitaire, l'assistanat, non. Il faut recenser les problèmes des femmes.
On a beaucoup de produits qu'on est en train de faire aujourd'hui. On peut transformer, même à petite échelle, et trouver une formule de rassembler. J'ai discuté avec des femmes à Bobo. J'ai dit, par exemple, les produits oléagineux, les femmes peuvent produire l'huile brute par coopérative et trouver des gens qui ont un certain niveau, qui mettent une raffinerie en place. Et leur rôle, c'est de payer les huiles brutes et de raffiner pour donner de l'huile parfaite sur le marché. Il faut qu'on aille vers ça. Mais si on s'assoit, bon, je n'ai pas la capacité de faire l'huile et puis la raffinerie coûte cher, tout le monde n'est pas obligé de faire la raffinerie. Mais on peut organiser pour que... Voilà. Donc dans plusieurs domaines, c'est ce qu'on est en train de vouloir développer et permettre aux femmes vraiment de mettre en œuvre tout ce qu'elles savent faire. Donc c'est une politique qui est enclenchée, je crois que vous allez voir les résultats. Attends un instant, est-ce que tu es vraiment prêt pour la suite? Parce que ce qui va se passer maintenant, ça va te choquer. Reste bien jusqu'au bout, ouvre grand les yeux, l'histoire ne fait que commencer. Pour rester sur la force conjointe, quand on regarde la photographie de l'AES, la Confédération est entourée par des pays avec lesquels souvent il y a des frictions diplomatiques. C'est-à-dire quand on prend le Niger, il y a des frictions avec le Bénin, le Mali, il y a des frictions avec l'Algérie, le Burkina, même si on ne le dit pas, des petites frictions souvent avec la Côte d'Ivoire. Comment transformer justement ces frictions diplomatiques en opportunités opérationnelles pour lutter contre le terrorisme, Monsieur le Président? C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est autour de l'AES. Si nous connaissons la menace qu'il y a autour de nous, l'opportunité, la seule opportunité à saisir, c'est de développer des armées très fortes et d'essayer de nous développer. C'est la seule opportunité. Sinon, l'adversité, on va toujours l'avoir. Ce n'est pas comme ce que vous avez cité, c'est réel. C'est réel. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre, moi je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les deux pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Est-ce qu'entre armées de l'AES et ces pays-là, ça coopère, ça se renseigne, il y a la collaboration? Bon, pour certains cas, je ne sais pas, mais je prends par exemple le cas de... Même avec le Bénin, nous, on n'a pas les mêmes approches en termes de terrorisme. Je prends par exemple le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour, j'étais là, il y avait une menace qui planait sur un détachement au Bénin. Mais les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est, qui ont confirmé en tout cas la menace. Ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi, j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient pas loin de leur base. On a frappé et on a avorté l'attaque. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Un bon militaire, la menace d'abord, il y a une menace commune. Mais maintenant, c'est souvent au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des dirigeants, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont là dans des guerres inutiles. Mais le plus important, la menace est commune. Si quelqu'un croit qu'il peut se soustraire de la menace, il se trompe. Donc on coopère. Les militaires coopèrent. Vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent même, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. C'est l'occasion de parler des 6 éléments du DARA. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. D'accord. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière, il rentre, mène des actions. Que si ce sont des civils, généralement, ceux qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes, ça c'est de l'espionnage en fait. Donc c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps.
On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et plaidé si on peut les libérer. J'ai vu les services de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et même ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça, c'est pas de la bonne collaboration. Donc, pour les 6 éléments, on attend. On n'a rien reçu d'abord comme approche ou quoi que ce soit. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué qu'ils espèrent, qu'ils privilégiaient la voie du dialogue avec le Burkina Faso. Il a dit en conférence de presse le mercredi passé. On les attend. Nous, si on avait privilégié la voie du dialogue, on espérait aussi qu'ils libèrent nos civils innocents et qu'ils viennent. Mais un est mort dans leur prison qui n'est même pas une prison conventionnelle. Donc, écoutez, chacun assume ses actes. Et nous, on n'a pas l'art de mentir. Ce qui est réel, on le dit. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisez, parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non, le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, écoutez, ceux-là, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est fou. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Voilà. Alors pour sortir de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, on reste quand même au niveau de l'AES. Vous avez certainement suivi le dernier sondage fait par nos confrères de Jeune Afrique. Et avec des résultats qui peuvent sembler étonnants, les populations des pays francophones sont tous favorables à l'AES. Je dirais, même la Côte d'Ivoire, à 66%, apprécie ce qui se fait au niveau de l'AES. Alors, comment est-ce que vous recevez ce message? Ah bon? Je n'ai même pas pu suivre ça, parce que moi, je ne suis plus ce média. Alors, les confrères, c'était un sondage qu'ils ont commandé. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce résultat, mais le résultat est tel. Ils ont été au Cameroun, ils ont été au Sénégal, ils ont été au Bénin, ils ont été en Côte d'Ivoire. Et là-bas, les populations sont tous favorables à l'AES et apprécient dans leur grande majorité ce qui se fait au niveau de l'AES. C'est logique, je dirais. Les populations ouest-africaines sont la plupart du temps liées. C'est la même famille. C'est le colon qui nous a divisés. Et quand les gens voient qu'on essaie de s'unir, ça ne fait qu'inspirer, ça ne peut faire que plaisir. Donc moi, ça ne m'étonne pas que ces populations apprécient. Et ce qui m'étonne, c'est le fait qu'ils aient publié. Pourquoi ils ont publié ça? Ça donne de la réflexion. Pas le choix. Quand vous commandez une enquête, c'est connu. Après, vous êtes obligé de publier les résultats. Bon, peut-être ça. Voilà. Mais il faut faire attention à ces gens parce que... Je suis totalement d'accord avec vous, Voilà, ils sont Monsieur pas le Président. Sinon, je suis d'accord, c'est normal, c'est logique. Avec la permission de Dieudonné, je voudrais vous poser une question concernant justement votre relation avec une autre organisation. Qu'est-ce que vous faites encore dans l'Union africaine? Bonne question. Alors, je dirais que notre situation dans l'Union africaine est tellement passive qu'on ne sait pas si on est dans l'Union ou si on n'est pas dans l'Union. Avant de partir, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe en Afrique noire, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, active notification.